quelle alternative au capitalisme? L'alternative que je propose, c'est le projet Science et Amour. Parce qu'on entend très souvent de nos jours, on entend des gens qui se révoltent contre le capitalisme et qui n'ont pas de vraies solutions. Mais c'est normal, hein, je comprends très bien qu'ils soient révoltés face à tous ces problèmes d'ordre social et écologique, mais en fait, ils ne proposent pas de solution. Ou tout au plus, ce qu'ils proposent, c'est un peu de endiguer un peu plus par-ci, par-là, c'est-à-dire de mettre encore quelques lois pour protéger, d'ordre de protection sociale, ou quelques lois d'ordre écologique, environnemental, mais c'est tout. En fait, ça ne veut pas dire vraiment un vrai changement de système. Donc, rapidement, je vais procéder en plusieurs parties pour résumer, pour simplifier. Donc, la première partie, je vais expliquer de ne pas tout confondre, de ne pas penser que le capitalisme, c'est tout. Donc, de ne pas confondre le système capitaliste avec la science, avec la politique et l'administration, avec les valeurs, avec tout le reste. Donc, de ne pas faire une confusion. Ensuite, je vais expliquer quels sont les grands défauts du capitalisme, et ça, vous le voyez, on ne va pas passer longtemps dessus, et quelles sont aussi les qualités. Parce qu'il y a aussi des qualités qu'il faut quand même en être conscient et les préserver, les garder pour un autre système si on envisage un autre système. Et ensuite, je vais parler du système que je propose. Donc, dans un premier temps, il ne faut pas tout mélanger. Donc, souvent, les gens, ils mélangent tout. Ils croient que s'il n'y a plus de capitalisme, il n'y aura plus de valeur, plus de liberté, et on n'aura plus de richesse, on n'aura plus de technologie, on n'aura plus de démocratie même. Donc, souvent, aujourd'hui, les gens, s'ils entendent modèle occidental, démocratie, république, capitaliste, donc ils font un peu l'amalgame, ils pensent que tout ça, ça peut aller qu'ensemble et que c'est un tout, qu'on ne peut pas dissocier les différents partis. C'est complètement faux. Donc il faut bien dissocier. Là, je dissocie en 4 grands partis, rapidement pour simplifier, hein, on aurait pu le faire autrement, en 4 parties pour comprendre que tout n'est pas capitaliste. Le capitalisme n'est qu'un modèle à la base. C'est tout simplement un modèle économique, un modèle de production économique. C'est même pas un modèle politique. Normalement, la politique doit contrôler l'économie. Le capitalisme, à la base, n'est même pas un modèle politique. Hein. Et il peut matcher avec n'importe quel modèle politique. La preuve, on voit aujourd'hui la Chine, politiquement, elle est communiste, mais économiquement, elle est capitaliste. Donc, ce n'est qu'un modèle économique. Donc, il faut bien dissocier déjà la science, dans un premier temps. La science, la technologie, la connaissance du capitalisme. La science peut très bien s'en passer du capitalisme. Le capitalisme s'en passer de la science, c'est plus difficile parce que là, on va être vraiment comme des esclaves. Heureusement, il y a les machines et la technologie qui est là parce que s'il n'y avait pas tout ça, le modèle capitaliste, c'est pratiquement un modèle d'esclavage. Mais juste pour faire la différenciation, donc la science, la technologie, donc ce sont des choses qui touchent tout. Et qu'on peut être contre, on peut être pour, on peut se dire qu'on pourra améliorer ceci, cela, mais je pense que de manière très très générale, on est pour la science, même si on ne veut pas le reconnaître. Parce qu'on utilise tous des téléphones, on utilise l'électricité, on utilise des voitures, des médicaments, de tas de choses. Donc du coup, de manière générale, on n'est pas contre, donc il faut arrêter de se positionner comme si oui, la science. Bien sûr que de nos jours, je peux comprendre les gens qui se disent oui, mais il y a des scientifiques, plein de scientifiques qui sont au service de lobby. Et puis les technologies sont utilisées massivement pour détruire l'environnement. Donc on comprend, mais on doit dissocier ça justement pour créer un modèle où la science est toujours là, mais au service de l'humanité, au service de l'environnement. Donc effectivement, on peut parfaitement dissocier la science déjà du système capitaliste, de ce système qui à la base ne devrait être qu'un système économique. Ensuite, les valeurs. Donc déjà, les valeurs, que ce soit liberté, égalité, fraternité. Bon, liberté, on doit avouer que le système capitaliste, il permet une certaine liberté, quoique maintenant, de plus en plus, des gens qui se révoltent contre le système, ils sont censurés. Mais on peut reconnaître que le système capitaliste, il peut favoriser cette valeur, ce concept éthique qui aujourd'hui est assez répandu, notamment dans le monde occidental, mais qu'on s'est battu pendant des siècles et qu'il y a encore des pays où il n'y a pas encore, on ne peut pas vraiment parler de liberté et de démocratie. Mais, excepté la liberté, fraternité, égalité, on ne va pas se mentir, je ne vais pas vous faire un dessin, vous le savez tous, bon, avec le capitalisme, ça ne va pas trop, c'est un système compétitif, ce n'est pas un système de fraternité, pour ne prendre que les valeurs de la devise de la France, fraternité, égalité, avec le capitalisme,
C'est pas trop ça. Ensuite, pour d'autres valeurs, notamment la démocratie, on peut parfaitement créer un système qui n'est pas capitaliste et qui a même plus de démocratie que le système d'aujourd'hui. Parce que le système d'aujourd'hui, même si en apparence il est très démocratique, on est déjà soumis à plein de lobbies et à plein des entreprises qui sont très très puissantes et qu'en apparence, on est libre et il y a une démocratie, mais très superficielle. Parce qu'y compris les politiciens eux-mêmes, ils sont soumis à cela. Donc même la politique qui devrait être au-dessus du modèle économique, elle ne l'est plus, ça s'est renversé. Donc du coup, c'est le modèle économique qui a pris le dessus et qui contrôle, lui, la politique ou qui influence massivement la politique. Donc du coup, forcément, c'est un système économique qui a pris trop de puissance et qui va beaucoup à l'encontre des valeurs. Donc non pas seulement il faut dissocier et il ne faut pas se laisser duper parce qu'il y aura plein de gens qui vont vous dire oui mais sans le capitalisme vous n'avez pas les valeurs de liberté, de égalité, fraternité même ou démocratie, c'est faux. Même le contraire est plus valable. Ensuite, le dernier point, la politique elle-même et l'administration. Ça, je n'ai pas besoin de vous donner beaucoup d'exemples, donc il suffit de regarder dans le monde, on a beaucoup de républiques différentes. On a bien sûr la France, mais on a aussi l'Allemagne, on a la Russie, on a la Chine, on a l'Iran, on a l'Inde, on a le Canada, on a plein de pays avec des systèmes économiques de type capitaliste, parce que le capitalisme là maintenant il est mondial, il n'y a pratiquement aucun pays qui n'est pas capitaliste, mais qui politiquement ils ont d'autres modèles. Donc du coup, il faut bien comprendre le fait qu'on peut avoir un système administratif et politique qui n'est pas capitaliste. Donc ça, on peut très bien le faire. Et même le but, c'est d'avoir un système politique, un système administratif qui contrôle, lui, l'économie et qui planifie l'économie à long terme. Et qui planifie en fonction de ses ressources, de ses nécessités, des humains, de l'environnement. Non pas un système qui ne cherche que le profit et à court terme et qui, tôt ou tard, nous mène au désastre et même à la faillite. Parce qu'on va vouloir avoir du profit le plus rapidement possible. Ce qui va faire qu'au bout d'un moment, même économiquement, on commence à se retrouver en difficulté face à des pays, par exemple, comme la Chine, qui, eux, ils ont un système beaucoup plus contrôlé économiquement et qui planifient et qui créent des projets à long terme qui ne vont pas produire de la richesse tout de suite dans les prochaines 5 ans ou 10 ans, mais dans 15 ans, 20 ans, là, ils vont produire énormément de richesse. Donc même sur cet aspect-là, le capitalisme est en défaut. Et puis ensuite, bien sûr, la quatrième partie, c'est le modèle économique lui-même. On a connu le communisme. Maintenant, effectivement, il a échoué face au capitalisme, économiquement et pas que. Donc, ce n'est pas du tout le système que je propose. On peut en débattre, on peut en discuter, voir quelles sont les qualités, quels sont les défauts, pourquoi il a échoué, il n'a pas été vraiment suivi, il a plutôt tombé sous la coupe du tyrannisme et de dictature. Il n'y a pas eu du vrai communisme, en réalité, tel que les idéologues auraient voulu qu'il soit. Mais c'est une autre histoire, c'est pas ce que je propose, donc on en parlera peut-être à une autre occasion. Le système que je propose, c'est un système nouveau, et sur plusieurs aspects, mais l'aspect principal, c'est que c'est la science que je mets comme centrale. Donc ce n'est plus ni le capital, ni l'État, l'administratif lourde comme dans le communisme, ni le capital comme dans le capitalisme, c'est la science qui va être centrale, et c'est en fonction de notre savoir et de nos connaissances qu'on va organiser notre économie même. Juste à titre indicatif, ce n'est pas du tout ce que je propose, mais la Chine un peu et le Japon, même si très différemment, on peut dire qu'ils font un tout petit peu de ce que je propose. Le Japon, parce qu'ils n'ont pas de ressources, mais grâce à la technologie, c'est un des pays les plus riches du monde, alors que d'autres pays, ils ont beaucoup de ressources et puisqu'ils ne s'y mettent pas technologiquement et par la science, ils n'avancent pas trop. Et puis la Chine, parce qu'elle planifie ses activités économiques à long terme. Et ça fait que maintenant, on commence à voir les résultats. Donc ça leur a pris, ils partent de loin, les Chinois, il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans, les Chinois, ils étaient aussi pauvres que les Indiens à l'époque, hein, pas que les Indiens maintenant, ils étaient très pauvres. Le fait que depuis les années 80, je ne vais pas faire l'histoire de la Chine, qu'ils ont commencé à planifier, à passer à un modèle capitaliste, mais planifié et contrôlé, c'est-à-dire un peu scientifique, si vous voulez. Donc ça a fait que maintenant, ça commence à donner les résultats. Mais c'est encore loin de ce que je propose. Mais il y a juste deux petits indices pour voir pourquoi la science et la planification de l'économie elle-même doivent être centrales.
Et il y a d'autres raisons encore plus fortes que ça. Et on va revenir là tout de suite dessus, parce que maintenant je vais expliquer rapidement le capitalisme, ce que c'est. Quels sont les grands défauts ou problèmes du capitalisme et quelles sont aussi ses qualités, ses atouts. Il faut le reconnaître. Il y a aussi des qualités, il y a des atouts. Les grands problèmes, les grands défauts du capitalisme, vous le connaissez, on peut les regrouper dans deux grandes catégories. Les problèmes liés à l'environnement, à l'exploitation de l'environnement. Donc là, on le voit maintenant, mais ça date déjà. Hein. Donc le capitalisme ne prévoit rien dans sa doctrine pour exploiter l'environnement d'une manière durable, pour avoir une économie durable, ne prévoit rien. C'est un modèle très simple, il faut produire et vendre tout simplement en exploitant les ressources, ne prévoit rien. Et le deuxième problème, c'est l'humain, donc les problèmes d'ordre social et les inégalités. Donc on voit très bien qu'on a de plus en plus de problèmes, même si le niveau de vie il a augmenté un peu partout dans le monde, les différences se creusent et il y a quand même plein de gens qui vivent encore dans la misère. Et ça ne va pas beaucoup s'améliorer, ça va s'améliorer peut-être un peu et encore que théorique. Donc il y a ces deux grands problèmes, je ne vais pas insister là-dessus. Le problème lié au social, à l'humain lui-même dans le modèle capitaliste, et les problèmes liés à l'environnement que le capitalisme ne prévoit rien pour les régler parce que pour lui tout ça, ce sont des ressources à exploiter. L'environnement comme l'être humain lui-même, c'est quelque chose à exploiter tout simplement, c'est pas prévu, c'est pas conçu même pour qu'on se préoccupe de ça. Maintenant, il y a aussi des atouts du capitalisme, et ces atouts, bon, je vais les résumer en 4 grands atouts. Il y a 2 atouts qui sont liés directement à l'argent et aux finances, et qui précèdent le capitalisme, c'est-à-dire la fluidification des échanges et le calcul de valeur. On va très facilement, grâce à l'argent, calculer, dire combien ça vaut tel ou tel produit, et on va très facilement échanger. Donc on voit très bien, même ici, imaginez que vous devez venir avec des produits, avec des légumes ou des œufs pour échanger, ça va être très compliqué. Donc l'argent, effectivement, il a cette qualité. Après, on peut penser à d'autres formes, mais ça, c'est encore notre histoire. Mais il a quand même cette qualité lui, de facilement trouver quelle est la valeur et de facilement échanger. Ça, c'est pour l'argent en soi et ça précède le capitalisme. Ensuite, ce que le capitalisme lui-même a, un de ses atouts, ça précède aussi le capitalisme, c'est la facilité d'investir. C'est les grandes entreprises qui ont conquis un peu le monde entier, espagnoles, portugaises, hollandaises, françaises et anglaises, qui ont prévu les sociétés anonymes et par action. Et comme ça, tout le monde peut venir investir dans une activité et produire. C'est pour le pire et pour le mieux. On sait très bien que l'esclavage, ça a été dû à ça. Ce n'est pas les États occidentaux qui ont mis la traite en place, ce sont les sociétés, des sociétés anonymes, des sociétés capitalistes qui ont mis ça en place. Mais on doit avouer aussi que c'est une méthode assez simple et démocratique qui permet à tout le monde d'investir rapidement. Donc on doit avouer quand même que c'est un atout. Et ensuite, les banques elles-mêmes, le deuxième grand atout du capitalisme qui est spécifique vraiment au capitalisme, c'est la capacité des banques d'investir et de créer du crédit, c'est-à-dire avec le même argent, de l'emprunter plusieurs fois, à la base de la confiance dans l'avenir et qu'on va créer de la richesse, et c'est-à-dire ceux à qui on a donné ce crédit, ils vont rembourser l'argent. Donc ça, c'est quand même une astuce, ça c'est la grande astuce du modèle capitaliste, qu'il faut quand même préserver, ou même si on va encadrer, ou au moins en tenir compte pour savoir que si on change ça, il faut remplacer par quelque chose d'équivalent ou de meilleur. Maintenant, que faire concrètement pour sortir du modèle où les finances contrôlent tout? Il faut déjà séparer les banques en deux, avoir des banques publiques et des banques privées. Donc ça c'est essentiel pour que les banques publiques, donc elles aient le rôle de stabilité et un rôle financier pour financer les grands projets pour l'ensemble de la société et à long terme, et pour garantir l'avoir de chacun d'entre nous. Et des banques privées, si elles vont jouer avec leur argent, comme ils l'ont fait Goldman Sachs, Lehman Brothers, comme ils l'ont fait pour la crise, s'ils veulent jouer, ils vont jouer avec leur argent à eux. Et là, ils vont être automatiquement beaucoup plus attentifs. Ça va permettre d'investir dans toutes sortes d'activités, mais quand ils vont savoir que c'est que leur argent qu'ils vont jouer, ils vont faire beaucoup plus attention. Et on n'aura plus le risque de ces crises économiques que nous avons aujourd'hui. Donc pour cela, rapidement, je vais vous expliquer comment fonctionne le capitalisme. C'est très simple.
il y a beaucoup de choses dedans, mais les bases sont très simples. Il y a les finances qui sont au-dessus de la pyramide et qui financent les différentes activités. On a les entreprises qui sont des vecteurs d'activité, des différentes entreprises qui produisent de biens et des services, et les ouvriers, la main-d'œuvre. On a ces trois classes qui ont été créées déjà par Adam Smith, conceptualisées de manière théorique, même si ça remonte plus loin à François Quesnay et à d'autres. C'est à peu près Adam Smith en 1776, quand il a publié La richesse des nations, qu'il a vraiment posé les bases théoriques du capitalisme. Donc ça fait presque 2 siècles et demi maintenant. Donc il y a les classes ouvrières, la main-d'œuvre, les classes financières et les intermédiaires, on a les entrepreneurs. Bon, eux, ils prévoient que plus la doctrine du capitalisme, c'est soyez égoïstes, enrichissez-vous, et plus des gens vont devenir riches, plus ça va aller aussi vers les autres parce qu'ils vont devoir employer des gens et donc du coup tout le monde va en bénéficier. Sauf que ça c'est en théorie, en pratique on voit très bien que c'est pas tout à fait ça. Ça ne se passe pas vraiment comme ça, on le sait très bien, puisqu'il y a un rapport de force qui s'installe entre celui qui a des milliards et qui a tout le monde à son service et celui qui est en bas, que même aujourd'hui, même avec toutes les associations et tous les syndicats qui existent, vous ne pouvez plus faire face. Hein. Et vous le voyez, hein, sauf si vous ne voulez pas le voir, mais sinon vous le voyez, je pense que c'est assez évident, je ne vais pas insister là-dessus. Donc évidemment, ça c'est que la théorie. La lutte des classes. Voilà, la lutte des classes, effectivement, mais il faut quand même progresser, arriver à quelque chose de mieux pour ne pas être obligé à lutter tout le temps, à être tout le temps dans cette lutte des classes. Voilà, donc le système est très simple. Ensuite, c'est le marché qui va dicter. Et le travail, il est central. Dans le système de Adam Smith, le travail est central. Et le marché qui va dicter. Ce qui fait qu'automatiquement, on s'installe aussi, en plus de ce premier problème où les plus forts peuvent devenir de plus en plus forts et les plus faibles sont écrasés. En plus de et l'égoïsme qui est mis quand même central, alors qu'aucune culture précédente, ni le christianisme, ni l'islam, ni le judaïsme, ni le bouddhisme, ni aucune culture n'a mis l'égoïsme si haut. Hein. Là, c'est quand même, il y a un renversement par rapport à tout ça extraordinaire. Mais bon, on se dit pourquoi pas si ça va marcher, sauf que on voit très bien où ça mène. Donc les économistes, ils se sont dit, le nouveau Dieu, c'est l'égoïsme et l'argent. Mais sauf que ça peut apporter des choses positives, mais ça peut apporter, il y a le revers de la médaille qui maintenant, ça se ressent pour l'environnement et pour la société. Mais ça installe aussi une ambiance de compétition, parce que c'est le marché qui va dicter, et même les petites entreprises, elles vont être dans une telle compétition que parfois elles vont se bouffer les unes les autres, elles vont s'entretuer, on est comme dans la jungle. Donc ça aussi, c'est un problème majeur du capitalisme. Je ne vais pas insister plus parce que là, vous connaissez, vous le vivez hein, jour au jour le jour. Maintenant, qu'est-ce que je propose à la place? Et qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ou d'innovateur en ça? Donc le système science et amour que je propose. Je vais vite fait préciser que dans le mot amour, donc en français, il y a juste un mot. Mais dans d'autres langues, il y a 3 ou 4. Et l'amour dont je parle, c'est plus un amour fraternel et cordial. C'est plus à ça que je veux aller, donc plus à une société où on est en fraternité. Sauf que le mot fraternité, ça ne suffisait pas. Et dans plein d'autres langues, on peut traduire ce mot. Il y a au moins 3-4 mots. Dans ma langue, il y a 3 mots. Hein. Ici, il y en a un seul. Donc le mot amour, on l'utilise aussi pour eux. Donc c'est autre chose. C'est pour avoir vraiment une harmonie sociale. Pour tendre vers des valeurs de fraternité, d'équité, des valeurs de bienveillance. On se respecte déjà les uns les autres. Et on est bienveillant à l'égard de l'autre. Après, bien sûr, si quelqu'un enfreint la loi ou il fait quelque chose de grave, on doit avoir aussi une justice et des mesures. Mais il faut déjà cultiver ça pour qu'on ait déjà une tendance de la société, à partir du plus jeune âge jusqu'au plus adulte, d'être bienveillant à l'égard des autres, à l'égard de ses semblables. Donc c'est ça l'amour. Donc dans le système science et amour, donc économiquement, donc je propose un système qui est en même temps beaucoup plus simple et en même temps plus complexe. Plus simple parce que finalement c'est la science qui va être centrale. C'est-à-dire, on aura vraiment public qui ne seront pas soumis ni à des lobbies, ni à des sociétés. Donc, une vraie organisation scientifique, bien sûr, qui va travailler directement en relation avec des élus démocratiques et avec le peuple, des associations du peuple, et qui va planifier l'économie, donc scientifiquement. Mais il faut bien comprendre, parce qu'aujourd'hui, il y en a déjà qui m'ont dit, oui, mais la science, c'est bon, c'est déjà dedans. Oui, mais je ne parle pas des scientifiques qui sont au service des lobbies et de telle et telle société. Donc, je parle d'organiser ça de l'extérieur. Et d'avoir, bien sûr, public et voté par les... Donc, c'est-à-dire que ce sera quand même le peuple qui doit avoir le dernier mot
via ses représentants et via des associations, via des référendums, et avoir une organisation scientifique qui organise l'économie et qui dit voilà nos objectifs économiques à l'avenir. Donc ça, c'est quand même révolutionnaire parce que ça n'existe pas, hein, ça n'existe nulle part. La Chine, elle le fait, mais c'est les politiciens qui le font. Alors que si ce serait vraiment des scientifiques, donc je vous rappelle que ça fait des dizaines d'années, depuis les années 70, 60-70, qui parlent du dérèglement climatique et des problèmes d'ordre environnemental. Donc imaginez qu'on les aurait écoutés à l'époque et qu'on aurait commencé à en mettre en place. On n'aurait pas tous ces problèmes. Donc il y en a des gens, les scientifiques ne sont pas du tout bêtes. Il faut justement organiser une vraie organisation à l'échelle d'un État comme la France. C'est parfaitement faisable, qui est évidemment directement en relation avec les autorités et avec le peuple et qui planifie l'économie pour le bien-être en harmonie avec l'environnement et pour le bien-être du peuple respectif et de l'humanité entière si possible. Donc c'est ça qui est vraiment révolutionnaire. Donc c'est pour ça le point le plus important, c'est de mettre la science, c'est-à-dire l'organisation, la planification et la connaissance de ce que nous avons centrale dans notre économie. Vraiment que ce soit central. Voilà. Donc ça c'est le point le plus important. Et vite fait pour vous expliquer, je fais une parallèle avec la théorie d'Adam Smith. Lui il dit que c'est le travail qui est porteur de richesse, c'est le travail qui apportera la richesse. Moi, je le contredis. Je dis le travail est important, mais c'est l'intelligence, la science qui est centrale. Parce que même pour l'époque, imaginez que vous faites un travail, mais que vous n'avez aucune compétence, que vous allez faire. Ben, regardez les vagues qui tapent la falaise, c'est un travail. Hein. En physique, c'est un travail. On dit que ça, c'est un travail. Qu'est-ce qu'elles produisent comme richesse, à part l'érosion? Il n'y a pas. Vous pouvez travailler autant que vous voulez. Si ce travail n'est pas organisé de manière intelligente, vous allez aboutir à rien. Vous n'allez jamais créer un téléphone portable, même pas une tasse ou des chaussures ou des vêtements. On est bien d'accord. Donc se dire que c'est le travail qui est central pour produire de la richesse, c'est une erreur, mais c'est compréhensible au XVIIIe siècle. Il y avait peu de science et les gens ils bossaient comme des malades pour produire un petit truc là, pour sortir de là une chaussure ou des vêtements ou de l'agriculture pour sortir des choses à minima pour survivre. Ben, ils travaillaient. Hein. Aujourd'hui, on peut constater qu'en fait, ce n'est pas le travail, parce que le travail qui était fait avant avec des milliers et des milliers de personnes, aujourd'hui, on peut le faire avec quelques machines et 4-5 personnes qui contrôlent. Donc, on constate, c'est même un constat, hein. Je ne dis pas que je fais une découverte, c'est un constat, mais il faut le mettre central. Ce n'est pas le travail, il ne faut pas faire les gens travailler comme des malades, il faut plutôt comprendre que c'est l'intelligence, la science qu'il faut mettre centrale, et que là, on va produire autant de richesses qu'on veut, en tenant compte de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est nécessaire pour le peuple déjà, et qu'est-ce que l'environnement nous permet. C'est pourquoi le système que je propose, il est en 8 éléments. Donc la science qui est centrale, les 3 éléments que vous connaissez déjà du capitalisme, ça va exister quand même, les entreprises, les finances et les ouvriers, ça va exister quand même. Il faut prendre maintenant en compte les machines, parce que les machines aujourd'hui, c'est encore un petit peu ringard, où on se dit mais quelle machine, parce qu'on a entendu Benoît Hamon, il voulait mettre une taxe et on ne comprenait pas trop pourquoi, comment, parce qu'il n'a pas assez bien expliqué aussi. Mais à l'avenir, dans un avenir assez proche, on peut créer des machines qui vont produire énormément de richesses. Donc du coup, c'est un peu normal que l'on se dise, mais si ces machines, elles vont produire de la richesse, est-ce que ça va être à qui cette richesse? C'est ça la question que je pose à tout le monde. Ça va être à qui? Ça va être à quelques personnes très haut placées qui ont déjà des milliards et qui vont se permettre d'acheter ces machines et de les employer et de s'en passer de tout le reste du monde, ou ça va être public, c'est-à-dire à nous tous. C'est ça la question centrale qui se pose et c'est pour ça qu'il faut tenir compte déjà dès à présent de ça, parce qu'on peut déjà, on est déjà à l'aube, grâce aussi à l'intelligence artificielle, on est déjà à l'aube du moment où on va pouvoir créer des machines qui vont remplacer dans encore plein de métiers. 90% de travail que vous voyez là autour de vous aujourd'hui, il peut être remplacé dans les 10, 15, 20 années qui vont venir par des nouvelles technologies. Ben, ça va être à qui toute cette richesse qui va être produite? Donc c'est ça la question. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir compte des machines. Et ensuite, évidemment, il faut tenir compte de richesses que nous avons, de ressources que nous avons. Et là, ça rentre l'environnement en premier. Les ressources en terre et en eau sont extrêmement importantes, et même en air, hein, on l'oublie souvent, mais l'air, si on continue à le polluer comme ça, ben, il y a des endroits où ça devient irrespirable. Donc les ressources, c'est extrêmement important. Les nécessités des gens, donc il faut d'abord tenir compte des nécessités des gens dans la conception de l'économie, avant de créer des choses un peu extravagantes. On est bien d'accord, pourquoi pas?
Avoir de la richesse et avoir des choses qui coûtent des millions, des bijoux, des parfums, des voitures très chères, des jets. Je ne suis pas contre, mais il faut quand même d'abord penser aux nécessités des gens pour que tout le monde puisse bien vivre déjà. Et après, on peut se permettre, effectivement, pourquoi pas. Donc ça, il faut partir déjà avec l'idée de créer une économie qui prévoit ça, de conceptualiser une économie déjà qui prévoit ça. Et effectivement, les idéaux ou l'éthique, la morale, les idées. Quel monde voulons-nous? Donc ça, peu de gens se posent vraiment. Bon, ceux qui sont là, qui ont énormément de pouvoir aujourd'hui et qui dominent les grandes entreprises, les multinationales, les finances, eux, ils ont leurs propres idées, donc ils ne s'en soucient pas. Mais il faut que nous, on se dise, bah, si on crée des choses à l'avenir, des richesses, quel genre de richesses voulons-nous créer et comment et pourquoi? Donc, c'est-à-dire mettre quand même les idéaux ou les valeurs ou l'éthique ou tout ça, comme vous voulez l'appeler, la mettre quand même centrale dans notre modèle économique, dans l'idée de se dire, bah, si on a un excédent, et on aura un excédent énorme, parce que grâce à la technologie, à la science, on a progressé énormément depuis il y a quelques siècles jusqu'à maintenant, on a des capacités extraordinaires et on aura un excédent énorme. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet excédent? En quoi on va l'employer? Est-ce que ce ne serait pas mieux peut-être de se battre contre les maladies et même contre la mort? Même si je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se disent bah, oui mais la mort c'est parce que ça fait peur et ils se disent mais qu'est-ce que ça va donner? Mais c'est à nous de discuter, c'est à nous de voir, de le faire de manière coordonnée ensemble, la société entière. Ce ne serait pas mieux parce qu'on voit très bien que si on est malade ou si quelqu'un d'entre nous, on a un enfant ou un proche qui meurt très jeune, ben on est tous touchés, on ne va pas se mentir. Donc pourquoi ne pas se battre plutôt contre ça que de laisser tout ça, toutes ces questions-là entre les mains de quelques puissants comme Elon Musk ou Bill Gates qui pensent que dans les années 40, ils auraient déjà vaincu la mort et que eux, ils pourront continuer à vivre dans des machines. C'est ça, hein, donc ils le font déjà. Je ne vous parle pas de quelque chose que je suis... Il y en a beaucoup, oui, les transhumanismes, mais il y a les plus hauts qui sont placés et qui pensent vraiment, bien sûr, dans le système actuel, ils le pensent pour qui? Pour eux, pour eux-mêmes. Donc ça aussi, et plein d'autres questions qui se posent. Donc le public doit s'approprier ces questions et se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait avec l'excédent, avec la puissance scientifique que nous avons? Voilà, donc toutes ces questions, le système que je propose, donc il répond à ces questions. Déjà, parce que c'est un système vraiment démocratique, donc en plus du fait qu'on va avoir des élus qui sont élus sur un projet et pour servir la population, donc c'est ça qu'il faut vraiment bien apprendre aux gens à l'avenir. C'est en train de se faire, je ne dis pas que c'est nouveau, heureusement, mais ça prend un travail énorme et c'est une vraie lutte pour que ça se fasse de nos jours. Donc en plus de ça, la population elle-même, donc elle pourra contribuer et elle va contribuer. Et je sais qu'ici en France, plus peut-être qu'ailleurs, les gens ils souhaitent participer et ils souhaitent apporter de leur énergie, de leur savoir-faire, de leurs intentions, de leur éthique, de leur travail dans les décisions politiques et dans leur application. Donc tout ça, pour le faire, bien sûr, il faut un autre cadre. Et le cadre du point de vue économique, là aujourd'hui, c'est surtout sur ça que je voulais axer, parce que si on parle de tout, on pourra parler après, on va discuter un peu de tout. Surtout sur l'aspect économique, donc c'est de mettre la science comme étant centrale et qu'elle tienne compte de tous les autres éléments, les éléments que nous connaissons, mais surtout et avant tout de l'environnement et de l'être humain. Et donc du coup, de créer, de planifier une économie et des activités économiques qui seront en harmonie avec l'environnement et en harmonie avec l'être humain et ses nécessités. Voilà, donc c'est ça le but du projet que je propose. Et pour cela, il y a plusieurs mesures. Donc vous allez voir là dans la fiche que je vous ai donnée. Donc parmi les mesures, je vais en citer juste quelques-unes, les plus rapides à mettre en place dans un immédiat, dans quelques années, une fois qu'on arrivera. Là, on vient de commencer, on n'est pas si connu, mais on va faire tout pour l'être et je pense que d'ici quelques années, on sera connu par tous. Donc, dans l'immédiat, quelques mesures très rapides à mettre en place. Donc, la séparation du système financier en deux. Ça, c'est absolument nécessaire. Sinon, on a une économie à risque. Donc, on a vu ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas se permettre... moi, je suis très conscient de comment ça fonctionne et je sais que on pourra le faire avec le système financier actuel, mais on va marcher sur des œufs. Donc en fait, ils sont tellement
dans la spéculation, ils sont tellement attirés par le profit que la moindre opportunité qu'ils vont saisir, ils risquent de déstabiliser toute l'économie. Et ça, c'est inadmissible pour la population. Déjà, évidemment, pour les responsables, ils devaient prendre ça en charge. Et pour avoir vraiment la main sur ça, donc il faut vraiment avoir des banques publiques. Et les banques privées, ils vont risquer leur propre pognon, pas le vôtre. Pas le vôtre. Et là, du coup, au moins, vous savez que votre argent, vous savez en quoi il est utilisé et qu'il est utilisé dans des projets sûrs et à long terme et stables et que d'un côté, votre avoir, il est assuré et votre avenir, il est assuré. Et après, les banques privées qui souhaitent financer des différents projets, elles financent ce qu'elles veulent, mais avec leur propre argent. Donc ça, c'est une des mesures extrêmement importantes parce que sinon, on n'y arrivera pas. François Hollande, il a parlé de lutter contre les finances, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il n'a rien fait. Il n'a même rien proposé. Il a juste dit que, voilà, moi je propose quelque chose déjà de concret. Donc il faut au moins le dire, après se battre. Après, je ne vais pas dire que ça va être facile. Mais ça, il faut le faire, il faut que tout le monde soit conscient. Ensuite, effectivement, une autre mesure, simplifier aussi l'administration. Il y a plusieurs mesures qu'on va mettre en place. Passer à bio à 95%, on arrivera en moins de 10 ans si on le veut. On a fait du bio pendant des milliers d'années. Celui qui vous dit aujourd'hui qu'on ne sait pas faire du bio, il vous ment. Moi de l'âge où je viens, il faisait que du bio. Il fait du bio. Ceux qui vous disent aujourd'hui, oui, mais avec du bio, on ne pourra pas nourrir tout le monde. Non, mais c'est faux. C'est complètement faux. La seule chose qui est vraie là-dedans, c'est qu'effectivement, et là je vais finir dans quelques minutes et après je vous laisse la parole aux questions. La seule chose qui est vraie, c'est que ça va être un peu plus cher. Ça, on est d'accord. Et pour ça, il y a une autre mesure qu'il faut mettre en place immédiatement parce que sinon, effectivement, les gens, la plupart des gens, ils vont avoir du mal à acheter. Ils veulent acheter du bio et manger bien, mais ils vont avoir du mal. Donc, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le niveau de vie. Et il faut aller en parallèle avec d'autres projets qui nous permettent des investissements dans des nouvelles technologies, dans le spatial, dans les nanotechnologies, dans les biotechnologies, dans l'informatique, dans tout ce qui est les ressources qui proviennent de... Et la France, là, elle est bien placée de ressources qui proviennent des océans et des mers. Donc, on a énormément d'ouverture du tourisme, de services. Donc, évidemment, il faut relancer l'économie, il faut augmenter le niveau de vie. Et pour cela, je propose un revenu universel pour tout le monde, c'est-à-dire y compris pour ceux qui travaillent, de 700 €. Bien sûr, comment on va le financer? On va tous cotiser, et ceux qui ont des petits salaires, ils cotisent un peu moins, et ceux qui ont des plus gros salaires, ils cotisent un peu plus. Donc, je ne vais pas vous dire que ça va venir par miracle, mais ça va aider celui qu'aujourd'hui, il doit vivre avec 1400, s'il a 2000 €, là, il pourra se permettre d'acheter du bio. Et donc, du coup, ça va ensemble. Donc, vous voyez, ça aide la transition écologique, parce qu'aujourd'hui, un des freins à la transition écologique réelle, concrète, donc pour passer à du bio, un des freins, c'est que beaucoup de gens ne se permettent pas. Parce que s'ils doivent rajouter 200-300 €, 400 € dans la nourriture, ils vont les sortir d'où? Tout simplement, ils n'ont pas. Donc du coup, effectivement, ça c'est un frein pour la transition écologique. Et donc du coup, ça, il faut faire un effort. Qui doit faire un effort? Tout le monde, mais surtout ceux qui peuvent en faire. Donc du coup, ceux qui ont des salaires plus grands, 4 000, 5 000, 8 000, 10 000, 50 000 €, ils vont cotiser un peu plus. Ce qui va faire que ceux qui ont les petits salaires, ça va compter les 700 €, en plus de son salaire de 1400, avec 2000, là, il pourra se permettre, il va se dire, oui, ça m'intéresse et je veux acheter du bio pour manger de la nourriture meilleure, de la nourriture plus saine. Et ça va aider donc, tout le système économique. Voilà quelques-unes de mesures. Après, il y en a plein d'autres, mais voilà, je vous ai donné les grandes lignes. Et là, on va échanger. Donc là, on va échanger avec vous, vos questions, tout ce que vous voulez en lien surtout avec ça, ou même d'autres questions. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Merci de m'avoir écouté. Oui. Moi j'ai deux questions. Oui. Une qui vient de mon fils, qui regrette de ne pas avoir pu venir, mais peut-être que vous avez des liens sur un site où il pourrait regarder les conférences. Oui, tout à fait. Et qui m'a posé cette question, il m'a dit, mais comment cette personne, on ne te connaît pas encore, comment cette personne envisage-t-elle de développer les sciences, les nanotechnologies, enfin tout ce qu'il faut pour que l'être humain vive, entre guillemets, je ne suis pas sûr et je ne suis pas convaincu, mais mon fils y croit, plus heureux. Je ne suis pas convaincu qu'on soit plus heureux que l'Amérindien il y a 300 ans, il y a 400 ans, mais bon. Comment financer tout ça, enfin pas financer, comment produire tout ça, apporter tout ça, sachant que les ressources naturelles de la Terre sont très limitées. Il faudrait 3, 4, 5 planètes pour que 10 milliards d'individus arrivent à la moitié de notre niveau de vie actuel. Il faudrait 3, 4 planètes. Je te réponds direct. Déjà,
on ne va pas faire ça que sur la Terre. Donc là, aujourd'hui, on est trop centré. Il y a le spatial. Donc on sait aller déjà sur la Lune, on va aller sur Mars. Et dans un avenir assez proche, le 22e siècle, on doit créer plus de richesses à l'extérieur de la Terre que sur Terre. C'est-à-dire sur la Lune. Déjà, on orbite autour de la Terre. D'abord, on va faire beaucoup de recherches scientifiques. D'abord, c'est vrai que le tourisme, c'est que les plus riches qui vont se permettre. Mais c'est comme en tout. Au début, l'avion, tout le monde ne pourrait pas le prendre. Après, tout le monde peut le prendre. Donc, la Lune, Mars, donc à l'extérieur aussi de la Terre. Donc, on va produire beaucoup de richesses. Une. Et deux, donc la richesse que nous avons aujourd'hui autour de nous, donc elle correspond aussi au niveau de l'intelligence, de la technologie, du savoir-faire que nous avons. Donc aujourd'hui, on a tout ce que vous voyez autour de vous, les chaises, les tables, les vêtements, elles correspondent à un niveau de savoir. Donc c'est-à-dire quand on va développer vraiment les nanotechnologies et l'ingénierie high-tech, donc tout cela, et on va se permettre tous, donc on ne va pas exploiter plus la planète. C'est justement ce que je venais de dire, que la science elle est centrale. Donc c'est la même ressource qui va devenir plus valeureuse. Donc en grosso modo, on ne va pas exploiter plus de matière que, vous voyez cette chaise-là, elle veut 15 € ou 20 €. Donc à l'avenir, c'est la même chaise, même on va exploiter moins de ressources, et elle voudra 200 €. Voilà. Juste pour te donner un titre. Donc du coup, on sera 20 fois plus riche, mais avec de la richesse justement qui est en harmonie avec l'environnement. Et pour cela, je te donne un exemple rien que dans l'agriculture biologique, que les écologistes classiques n'en parlent pas. Aujourd'hui, on a quelques difficultés parce que comme on va désherber sans tout ça, comme on va lutter contre, avec les nanotechnologies et l'ingénierie high-tech, donc on va créer des petites machines, des petits robots qui vont nous aider, qui vont nous assister là où nous avons besoin. Et qui ne coûtent pas grand-chose et qui ne polluent rien. Ils se chargent tout seuls, ils se mettent au soleil, en plus ils se mettent dans la position où ils se chargent de la meilleure manière possible. Et ensuite, il prend son travail et il désherbe tout. Et donc du coup, un petit engin comme ça, il va coûter cher, mais nous aussi, on va gagner beaucoup plus. Et l'agriculteur, il va se permettre de l'acheter, et il va acheter ce petit engin-là, qui va valoir peut-être 2000, 3000 € et qui va nettoyer tous ces herbes-là, et qui se met. Donc du coup, on n'a pas besoin d'exploiter plus la planète. Au contraire, on peut l'exploiter moins la planète et plus en harmonie avec elle et en créant plus de richesses. La montre là que tu portes, donc n'importe qui pourrait porter une montre qui vaut beaucoup plus et qui te montre plein de choses et qui va te dire si tu as un problème, voilà, de santé et tout. Donc tout cela sera accessible à de plus en plus de gens et notamment dans les nanotechnologies, ça veut dire, ça part du nano, c'est-à-dire 10 puissance moins 9. C'est-à-dire on est dans de l'ordre de 9 fois moins que le mètre ou 1 million de fois plus petit que le millimètre. Donc grâce aux nanotechnologies et à l'ingénierie high-tech, donc on pourra créer plein de choses qui vont représenter des richesses utiles et concrètes qu'on a besoin autour de nous et qui peuvent enrichir dans un ordre de grandeur la technologie que nous avons aujourd'hui. C'est une technologie qui est à peu près autour du millimètre. À l'Antiquité, on était autour de 10 mm ou de 10 cm avec l'âche. Donc aujourd'hui, on a des technologies moyennes à la taille, à l'ordre du millimètre. Donc on sera à des technologies, bien qu'on a bien sûr aussi des technologies beaucoup plus basses, mais en moyenne je veux dire. Donc là, on pourra avoir des technologies qui vont travailler à l'échelle de la cellule, à l'échelle de la molécule. Donc pour lutter aussi contre des maladies, contre des problèmes. Donc du coup, notre capacité technologique va permettre à que les mêmes objets et la même richesse qu'on a autour de nous, qu'elles se multiplient par 10, puis par 100, puis par 1000. Oui, moi je pensais tout simplement, j'avais pensé déjà arrêter l'obsolescence programmée. Ah bah oui, justement on en parle. Qui dure 50 ans. T'as parfaitement raison, arrêter l'obsolescence programmée, et ça fait partie, on l'a même noté, ça fait partie des mesures clés. Arrêter l'obsolescence programmée, quand tu achètes un objet, ça va tenir en général la vie. Hein. À part pour certains objets, là, tu achètes un objet, tu sais que, à part si tu veux toi-même le détruire, ou si tu veux l'offrir pour quelqu'un d'autre et que tu en prends un autre, mais sinon il va tenir la vie, ça c'est clair, c'est parfait. Pour les techniques de science futures inconnues, je veux bien. Oui. Mais par contre, pour aller rechercher des ressources dans l'espace, je ne suis pas convaincu. Hein. Non, pas dans l'espace pour la Terre. La Terre, elle regorge des ressources. On ne va pas ramener de l'espace pour ici. Parce qu'aller dans l'espace, ça consomme beaucoup de ressources. Bien sûr, ça consomme Comment on peut aller sur Mars besoin toujours d'intelligence, surtout de l'intelligence. On va aller sur Mars, on a de l'eau sur Mars, il y a de l'eau gelée sur Mars.
il y a de l'azote, il y a du carbone, il y a de l'hydrogène. Ça va pas demander plus d'énergie. Il y a des métaux. Non, ça demande plus d'intelligence. Tout est là. Ça demande juste plus d'intelligence, de savoir comment utiliser les ressources sur place. Il y a énormément de ressources, et même sur les satellites de Jupiter et de Saturne, sur certains satellites, on a de telles réserves d'énergie, des énormes réserves d'énergie et de matières premières, on n'a rien besoin d'apporter. Hein. On ne va pas apporter ni de là ici, ni d'ici là, hein. Très peu, hein. Bien sûr, on va échanger, mais surtout de l'information. Donc ceux qui vont être sur la Lune, si on a la technologie et on crée des serres pour se protéger contre le rayonnement cosmique et pour se protéger pour pas que ça se refroidisse, la Lune est pratiquement à la même distance du Soleil que la Terre, elle tourne autour de la Terre, et sur la Lune on peut créer un vrai échange, c'est à 1 seconde distance de la Terre, 1 seconde lumière distance, c'est à côté, hein. La Lune c'est à côté, et c'est une richesse énorme qu'on peut créer, et il y a tout là-bas. Ce qu'il faut, c'est juste de la technologie, de la science, de la connaissance. Bien sûr qu'on va aller avec les premiers outils qu'on a créés d'ici, mais une fois arrivé sur place, on a tout là-bas, à partir du moment où nous avons les connaissances, la science. D'où le fait que la science doit être centrale. Oui. Bon, moi, la science, l'espace, ça me dépasse, je ne veux pas en parler. Moi, je suis un vieux philosophe à la vieille méthode. Ça fait longtemps que j'observe la Terre, 54 ans, bientôt 55. Oui. Et je vois un peu plus ce côté vicieux de la Terre. Et je te pose la question, que vas-tu faire des opposants à ton régime? Des opposants à mon régime? Non, il y a rien. des gens qui aiment le mal, Rien. la haine, la drogue, la violence, le sexe. Il y aura des lois. Sur Mars. Il y aura des lois, de l'éducation. Ceux qui vont enfreindre la loi, ben, il y aura une justice qui va se couper, mais rien. Justement, le secret, je pense, parce que tous ceux qui, même l'idée même de se dire qu'il faut faire quelque chose contre, je pense que déjà elle est mauvaise en soi. Déjà, c'est mauvais aussi. L'idée même qu'il faut, même s'il y a des gens qui sont contre, ben les gens, on va leur expliquer. Ouais, et je pense. à Bernard Arnault qui doit rendre ses 50 milliards. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il y a toujours des gens qui sont au-dessus des lois. Il y aura toujours des gens qui voudront être au-dessus de loi, oui, il y aura toujours des gens, il y aura toujours des criminels, il y aura toujours des gens qui vont faire du mal, oui, bien sûr qu'il y en a toujours. C'est pourquoi il faut avoir des lois et une justice qui protège plus l'être humain. C'est pourquoi moi je vais séparer vraiment le pénal, pour moi c'est que à partir du viol, meurtre et des choses vraiment graves qui touchent à l'être humain. Donc pour moi, aujourd'hui, on met le trafiquant qui trafique de drogue, on le met en prison. Bah, bien sûr que s'il sait qu'il va prendre 7, 8, 10 ans de prison, ces organisations-là tuent les témoins, ceux qui risquent de témoigner contre eux. Il ne faut pas, on a des méthodes pour saisir leurs marchandises, on ne va pas les mettre en prison tant qu'ils ne touchent pas à l'être humain. Quand ils touchent à l'être humain, là il faut des lois encore plus sévères et plus exemplaires. Et là, vous allez voir que ça va fonctionner. À partir du moment où on laisse comprendre à toute la société qu'on protège vraiment l'être humain, que l'être humain c'est une priorité, que si tu braques une banque ou un tabac, mais que tu blesses personne, on ne te met même pas en prison, on te saisit ce que tu as pris et on te donne peut-être du travail, mais en liberté, on ne te met pas en prison pour toutes les choses qui sont matérielles. Mais que dès que tu touches à l'être humain, là, tu vas faire de la prison ferme. Donc petit à petit, il y aura de moins en moins. Il y aura de moins en moins. On l'a vu avec la prohibition. Qu'est-ce que ça a donné la prohibition aux États-Unis? Ça a donné énormément de violence et des réseaux de mafia. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les drogues qu'on les interdit. Donc il faut légaliser tous les drogues. Tout. Bien sûr, il faut lutter contre. Vous allez me dire, oui, bien sûr. Et surtout pour les enfants, ça doit être interdit. Et il faut lutter contre ça, évidemment. Mais par d'autres méthodes. Par d'autres méthodes. Par l'éducation, par des associations, d'une autre façon, mais pas de cette façon-là où on crée plus de la criminalité et plus de problèmes. Et où on ne valorise pas l'être humain. Parce que ces gens-là, si tuent quelqu'un, ils vont avoir des avocats, ils vont prendre 6, 7 ans, 8 ans, et s'ils sont chopés avec les drogues, ils vont prendre 10 ans ou 15 ans. Non mais on marche sur la tête. Donc on n'a pas des lois qui protègent vraiment l'être humain aujourd'hui. Donc voilà le problème déjà pour répondre, il y aura toujours des gens qui... Donc, et bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont être en dehors de la loi, il y aura toutes sortes. Mais, donc il faut vraiment être sur la droiture, la justice, il faut être correct, il faut créer un monde meilleur où le principe fondamental que moi sur lequel je veux insister, c'est respectez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, c'est peut-être un peu trop, je le dis, mais c'est peut-être un peu trop, mais c'est déjà bien dans les cercles dans lesquels vous vivez. Donc essayez d'être bien avec les gens et eux avec vous, avec les gens qui sont proches de vous.
Mais de manière générale, il faut au moins se respecter les uns les autres. Et ça doit aussi passer par des lois qui protègent plus l'être humain que l'argent. Il est inadmissible que là, il y a plein de violeurs et de meurtriers qui ne sont pas punis ou qui sont punis de manière modique, alors que celui qu'on a chopé avec de l'argent ou des... 5 milliards, ça fait comment? Ça, on saisit les richesses. En général, ces richesses-là, et si on a un système financier qui est contrôlé, en général, ça, on peut saisir la richesse. Tout ce qui est fraude fiscale, si on a un système financier déjà qui est mieux contrôlé, on prend la richesse. On ne doit pas faire autre chose que ça, hein, tout simplement. Il ne faut pas non plus être comme les communistes. Pour moi, les communistes, ils ont fait plusieurs grandes erreurs, mais une des grandes erreurs, c'était de commencer à tuer les classes de nobles. À la limite, qui partagent les richesses, c'est une chose, mais qui les tuent, c'est complètement abominable. Donc du coup, il ne faut pas plus aller dans cette spirale, il faut aller vraiment sur un projet humaniste pour l'être humain, et y compris le riche, il faut le considérer avec les mêmes droits que le pauvre, que tout le monde. Donc il faut aller vraiment dans cette dynamique-là. Oui, tu as une question? Oui, la taxe, tu as parlé pour les robots, oui. C'est intéressant. Tu veux donc t'en servir pour pouvoir payer le revenu universel, je suppose? Et le développement, le revenu universel, non, le revenu universel, on va le payer plus vite et par les salaires. Les salaires les plus hauts, ils vont cotiser plus. Avec la taxe sur les machines, donc on va payer plein d'autres sources. On va financer déjà un régime social qui a besoin déjà d'être financé mieux, et on va financer la recherche, encore plus de recherche. Recherche qui va revenir, comme on le sait très bien, et qui va nous apporter des bénéfices, effectivement. Oui. J'aurais deux questions. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez des idées et du modèle de tout ce qui est logiciel libre, données ouvertes, les communs, etc. Si c'est bien utilisé, je pense que c'est une très bonne chose. Et justement, le modèle sur lequel il va falloir qu'on se dirige plus, c'est pas sur le modèle hyper centralisé, comme aujourd'hui ça se passe. Donc aujourd'hui, vous avez plein d'applications, mais vous devez passer par des fournisseurs de ces applications qui sont en général maintenant les GAFA. Donc bien sûr, il faut passer vers des logiciels. La plupart des choses, elles peuvent se faire à l'échelle locale. On n'a pas besoin, excepté pour tout ce qui est géolocalisation, et ça encore, dommage que l'Europe ne l'a pas fait, mais elle devait avoir son propre système. Pour tout le reste, donc on devait avoir des logiciels qui sont utilisés à l'échelle locale. De plus en plus, c'est des algorithmes qui est à vous, que vous le téléchargez et que vous n'êtes pas sujet à d'autres sociétés ultra puissantes, comme on le sait, qui on ne sait pas pourquoi et comment ils vont utiliser vos données, et c'est même pas avec votre accord. Donc effectivement, il faut se diriger avec tout ce qui est intelligence et tout ce qui est ces logiciels pour qu'on puisse les utiliser et que ce soit les vôtres, que ce soit public et pas que ça appartienne à quelques grandes sociétés. Mais je pense aussi aux données de recherche, par exemple, tout ce qui est médical, je trouve ça pas normal qu'on n'y ait pas accès et qu'on ne puisse pas se renseigner sur tout ce qui est découverte en santé. Nous, en tant que citoyens, vous voulez dire ou... Oui, en tant que citoyen, qu'association de patients, par exemple. Oui, vous avez raison, jusqu'à au moins un certain degré, on devrait avoir l'accès, oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, peut-être, oui, à certains sujets, on ne pourra pas, mais la plupart du temps, oui. Oui, dans un État démocratique, les gens ils devraient être au courant de ce qui se passe et en quoi on utilise les données et comment. Mais ça se fait de plus en plus quand même. En France, on ne va pas non plus... j'aime pas non plus exagérer sur des choses. On doit quand même admettre que on est quand même dans un pays où ça se fait beaucoup plus que la moyenne, beaucoup plus qu'ailleurs. Mais on peut améliorer et le citoyen doit avoir accès à ces données et doit savoir déjà ces données, les siennes, en quoi on les utilise, et puis même de manière générale, qu'est-ce qu'on fait avec les données ou qu'est-ce qu'on fait dans la recherche et dans quel but. Tout à fait. Et du coup, ma deuxième question, oui. C'est qu'est-ce que vous pensez des formations méthodes bienveillance? Formation méthode bienveillance, oh, il y en a de tout. Là, on a de tout, on a du bon, on a du moyen, on a du moins bon. Pour moi, les meilleures méthodes de bienveillance, c'est là où on te laisse quand même réfléchir librement. On te donne un cadre des valeurs pour respecter l'autre. Donc pour moi, c'est très simple. Il y a un cadre extrêmement simple. Tu fais ce que tu veux de ta propre vie,
mais tu respectes la vie des autres. Donc chacun doit respecter les autres, mais il est libre de faire ce qu'il veut de soi-même. Donc si on enseigne, si c'est dans ce sens-là qu'on veut aller et qu'on veut vraiment donner à chacun la liberté de réfléchir et d'agir selon ce qu'il veut, selon ce qu'il souhaite faire, là c'est bon. Mais par contre, si on souhaite forcer un peu la main dans un sens ou dans un autre, là, ça peut être un peu on peut se poser des questions. Ça dépend, il y en a qui sont très bien intentionnés, mais ça dépend. Donc pour moi, ça tourne l'axe central, il est très simple. Chacun a le droit de faire ce qu'il souhaite de sa propre vie, mais il a le devoir de respecter la vie des autres. Donc pour moi, c'est autour de ce cadre-là qu'on peut vraiment instaurer quelque chose où on a la liberté de chaque individu, où chacun est libre, mais où chacun respecte les autres. Donc pour moi, c'est là que c'est essentiel. Donc c'est autour de ça que ça doit... Dès qu'on commence à aller, on peut avoir de très bonnes intentions, mais dès qu'on commence à te mettre des interdits sans te les expliquer, ou à l'opposé, de te dire qu'il faut faire ceci ou cela, pareil, souvent sans rien expliquer, là on peut se poser des questions. Donc c'est pour ça, moi, tout ce que j'ai dit, c'est cet axe simple, chacun fait ce qu'il veut de sa propre vie, mais chacun a le devoir de respecter les autres. Donc c'est à partir de là, même ça doit être central, même pour la conception de toutes les lois.